Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. Comment les arrondissements contribuent-ils à la mobilisation des ressources au profit des communes lorsqu'on sait que tout développement à la base passe par la capacité de ces administrations locales à participer à la vitalité de l'économie? On en parle en début d'édition. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale qui affecte près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le dépistage constitue le seul moyen de prévention de cette pathologie. Les détails à suivre. On parlera aussi des abeilles dans cette session d'information. Elles produisent du miel très prisé et bénéfique pour la santé, mais cela au péril de leur vie. On vous donnera quelques techniques pour extraire le miel tout en gardant la vie sauve aux abeilles. Après 2 décennies de mise en œuvre de la décentralisation, les communes peinent toujours à financer leurs projets de développement. Comme solution, elles s'appuient sur les arrondissements pour la mobilisation des ressources financières. Comment ces arrondissements s'y prennent pour apporter leur pied à la construction de l'édifice? Élément de réponse dans ce reportage. Au Bénin, le processus de décentralisation a démarré depuis 2003. 17 années d'avancées significatives dans la gestion des collectivités locales par les populations elles-mêmes. Mais au sein des communes, l'implication de tous les acteurs locaux dans la mobilisation des ressources financières locales demeure un gros défi. Si une commune doit être efficace, il faut que ces arrondissements parviennent à faire une mobilisation de ressources qui puisse lui garantir une autonomie. Parce que l'État central ne peut pas à lui seul trouver des ressources pour toutes les communes à la fois. Des communes qui ont impérativement besoin d'une indépendance en ressources financières locales. Mais en réalité, les arrondissements ne s'occupent que des affaires courantes qui malheureusement ne génèrent pas suffisamment de ressources. Moi, je fais le plus souvent des légalisations. Vous savez, l'unité à 500 francs à Cotonou. Il y a des jours où nous faisons jusqu'à 2000 légalisations par jour. Donc vous faites 500 francs fois 2000, vous voyez ce que ça donne. En dehors de ça, nous célébrons les mariages, les certificats et autres, tout ce que nous faisons. Les sous, ce n'est pas gardé au niveau des arrondissements. Dans les marchés, la mobilisation des ressources là, ce n'est pas directement le chef d'arrondissement qui va dans ces marchés, mais plutôt c'est la mairie qui met à notre disposition les agents collecteurs. Et ils ont leur tour de passage pour aller mobiliser ces ressources dans les marchés. Selon l'article 1176 du Code général des impôts, note Georgette Genotin Bada, les unités administratives locales prêtent leur concours aux agents de l'administration, notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et des taxes. Leur rôle se limite à assister, renseigner et coordonner le processus de collecte de fonds dans leur localité. Les chefs d'arrondissement ne sont pas des comptables, donc ils ne sauraient toucher à l'espèce. Ils doivent être là pour accompagner les autorités assermentées. Et lors du recouvrement, le rôle du chef d'arrondissement aux côtés des agents des impôts, c'est de les assister, d'aider les agents des impôts à actualiser la base des contribuables. Il se doit d'être là, être le gendarme, le garant de toute cette opération-là. Mais ce n'est pas pour manipuler les deniers publics. Les tests ne donnent donc pas plein pouvoir aux arrondissements de mobiliser les ressources financières locales. Mais ils peuvent proposer des idées pour innover la stratégie de mobilisation des ressources financières à la base. La première des choses, c'est qu'il faudrait que la commune même s'arrange pour que l'économie locale soit développée. Ce n'est pas augmenter le nombre de tasses, mais plutôt mettre en place des politiques pour permettre à la population de payer. Pour accompagner la mairie dans la mobilisation des ressources, le CA peut recenser les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire et aider la mairie à avoir un répertoire de ces opérateurs économiques, puisque c'est ces opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation des ressources.
Les ressources financières locales sont en fait comme un trésor caché dans les communes dont il faut aller à la découverte pour en faire une exploitation optimale. Il serait important de trouver également le moyen adapté de faire participer les citoyens et citoyennes à la création de richesses dans les communes. Venons-en maintenant à ce problème de santé publique. Le cancer du col de l'utérus constitue aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Qualifié de tueur silencieux, le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? Élément de réponse dans ce reportage. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, des personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opérationnalisation de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Les abeilles constituent la principale source de production du miel, mais ce procédé n'est pas sans conséquence sur la protection de la vie de ces abeilles. Existe-t-il d'autres moyens pour produire du miel? Olivier Ekpodekon, ingénieur agronome, revient sur l'importance de l'existence des abeilles et leur rôle dans la conservation de la biodiversité. On l'écoute. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces, mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est Apis mellifera indica. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives, mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Et quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse, mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits.
Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruche sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le Nord, les gens sont fiers de prendre le miel du Nord, mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel, ce qui est écologiquement mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel, mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels. Une nouvelle approche se dessine dans la prévention du paludisme chez les enfants. Selon une étude publiée le mercredi 25 août 2021 dans le New England Journal of Medicine, un vaccin candidat contre le paludisme avec un traitement prophylactique réduit de 70% les risques d'attraper la maladie parasitaire. L'étude vient compléter un autre essai de phase 3 sur le vaccin développé par le laboratoire anglais GSK. Notez que d'autres vaccins candidats sont également dans la course face au paludisme. En avril dernier, une autre formule avait déjà suscité l'espoir en montrant une efficacité de 77% dans la prévention. D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à présent à suivre en son et en images Écho Inter de ce vendredi. Le pays le plus touché du continent africain, avec près de 80 000 décès dus au Covid-19, n'est parvenu à vacciner que 14% de sa population. En Afrique du Sud, un train stationné à la gare de Johannesburg est transformé en un centre de vaccination contre le coronavirus. Objectif, amener le vaccin dans les zones reculées du pays le plus touché du continent. Jusqu'à présent, moins d'une centaine de personnes se sont présentées chaque jour pour se faire vacciner. Après avoir bataillé pour obtenir des vaccins et pris un retard énorme dans sa campagne de vaccination, l'Afrique du Sud est désormais confrontée à un rejet du vaccin par une partie de sa population. Qu'il s'agisse de doses ou de partage d'informations, de données, de technologies, le patron de l'agence onusienne dénonce le manque de solidarité mondiale en ce qui concerne l'accès aux vaccins en Afrique. Afin de renforcer cette solidarité mondiale, le directeur général de l'OMS appelle les pays africains à soutenir un traité international ou tout autre instrument légal permettant d'améliorer la coopération internationale en matière de riposte contre le coronavirus. Ce traité pourrait être discuté en novembre lors d'une session spéciale de l'Assemblée mondiale de la santé. Selon le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le dispositif de solidarité mondiale, COVAX, a livré 40 millions de doses de vaccins aux pays africains, ce qui ne représente qu'une petite fraction des doses nécessaires pour protéger la population du continent contre les risques de maladies graves et de décès liés au Covid-19. Les eaux de la centrale de Fukushima seront déversées dans l'océan Pacifique au moyen d'un conduit sous-marin large de 2,5 mètres, une sorte de tunnel d'environ 1 km de longueur. C'est l'opérateur de la centrale accidentée de Fukushima qui a annoncé mercredi dernier vouloir déverser dans l'océan Pacifique plus d'1 million de tonnes d'eau contaminée. Ce sont des eaux de pluie, des eaux souterraines et des eaux issues des opérations de refroidissement des réacteurs endommagés par le séisme et le tsunami géant au Japon en 2011. La Chine et la Russie critiquent la décision japonaise et la Corée du Sud envisage, elle, de déposer une plainte auprès du Tribunal international de droit de la mer. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.